On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro, si je puis dire, en ligne de nos rendez-vous dialogue d'experts des webinaires organisés par Finance for Tomorrow. Donc, je suis Anne-Claire Roux, la directrice générale de Finance for Tomorrow, et aujourd'hui, on vous propose un webinar sur les enjeux de politique publique et actualité économique en lien avec nos sujets de finances durables. Et plus spécifiquement, on vous propose d'aborder le sujet suivant: quelle politique publique pour mobiliser la finance durable au cœur de la relance économique? Parce que on en parle beaucoup depuis plusieurs mois. On voit bien que à la fois la crise sanitaire que l'on vit actuellement et puis également les enjeux économiques et financiers complexifient à la fois l'équation entre économie et écologie, et qu'on a aujourd'hui plus que jamais un vrai besoin de réorienter l'économie très financiarisée sur l'économie réelle, le bien commun et puis surtout le long terme. Dans ces perspectives, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées récemment. Nos experts, notamment, ont aussi publié à travers leurs organisations et eux personnellement des papiers sur ce sujet, sur comment est-ce qu'on peut justement mettre, et on doit également mettre au cœur de la relance économique, que ce soit au niveau français ou européen, les sujets de finances durables. On parle beaucoup de relance verte. Et donc, derrière toutes ces questions-là, on voit bien qu'il y a une nécessité d'aborder la question de la finance durable de manière beaucoup plus large et holistique, puisque on voit qu'il y a le lien impératif entre à la fois la crise sanitaire que nous vivons, mais également les enjeux de pression sur l'environnement et la biodiversité, que ces crises sanitaires peuvent aussi créer des crises économiques en boucle. Et puis, derrière, on a également la question de l'impact social de tout ça et des questions que nous, on peut aussi être amenés à traiter dans le cadre des enjeux de finances durables à travers ce qu'on appelle la transition juste et la dimension socialement acceptable de la transition écologique. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, on voit que si on veut pouvoir aborder les questions de relance économique, en réalité, on doit aussi pouvoir parler de transition écologique et des impacts sociaux de cette transition. Et in fine, derrière, des questions qui concernent au premier chef la finance durable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réoriente mieux les capitaux et comment on mobilise à la fois les acteurs publics et les acteurs privés pour préparer ce plan de relance. Et donc aujourd'hui, pour parler de ces sujets, nous avons deux experts. Alain Grandjean, associé fondateur de Carbone 4, économiste, et puis Benoît Loguet, directeur général du think tank I4C, l'Institut pour l'économique du climat, qui est également membre du Haut Conseil pour le climat. Ce débat sera animé par Pierre-Alix Binet, qui est notre responsable des programmes et du développement, et je vais le laisser vous présenter peut-être plus en détail les questions qui seront abordées aujourd'hui. Mais donc, je tiens déjà à remercier Benoît et Alain de nous faire l'honneur et le plaisir de partager avec nous leur vision de ce vaste sujet et qui, j'espère, intéressera les participants au bout de la ligne. Et j'imagine, Pierre-Alix, je te laisse peut-être préciser les modalités aussi d'interaction pour que les participants puissent tout au long du webinaire aussi partager avec nous leurs questions. Très bon séminaire à tous et puis à très bientôt. Merci Anne-Claire. Vous êtes présent à ce webinaire de Finance for Tomorrow. Je rappelle rapidement les modalités avant de laisser la parole à nos intervenants. L'idée, c'est de laisser la parole d'abord à Benoît Leguet, ensuite à Alain Grandjean. N'hésitez pas à intervenir sur le chat qui est sur la plateforme de Zoom pour que je puisse prendre vos questions. L'idée, c'est de pouvoir avoir un large temps de questions-réponses après les deux présentations. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, je laisse la parole à Benoît Leguet. Merci Pierre-Alix et bonjour à tous. Alors j'espère que vous me voyez à peu près, que vous m'entendez également. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez osé. Je vais essayer de partager mon écran en espérant que ça marche. Et vous me direz, là ça va être un peu toc. Là normalement, vous allez... je suis technologiquement pas tout à fait au point, mais normalement vous devriez voir
l'écran. On le voit très bien, Benoît. Ouais, et c'est en plein écran ou pas? Non, il faut que tu le mettes en diaporama ou plein écran. C'est en train de ramer. Bon, Je peux. ça va. Bon, voilà, tu mets en diaporama, donc là c'est bon. Normalement, tous les participants peuvent voir le. C'est bon, vous me voyez en diaporama ou pas? Parce que moi, je vois pas en diaporama. Moi non plus, mais je vois que tu cliques dessus, donc comme j'ai de l'espoir. Ah, est-ce que là, c'est mieux? C'est parfait là, comme ça. Là, c'est bon, vous voyez tout, ok. Ouais, Bon, ben super. Donc, je vais essayer en quelques minutes. C'est 10 minutes, hein, c'est ça, Pierre-Alix? exactement. Ok, on va prendre ça. Hop. Bien, je vais essayer en quelques minutes et à marche forcée de vous présenter un papier un rapport qu'on a sorti en avril 2020 pour essayer d'alimenter le débat public sur un sujet qui était peut-être pas complètement d'actualité à l'époque, mais on pensait que ça allait le devenir. On s'est dit, voilà, il va peut-être y avoir un plan de sortie de crise, un plan de relance pour l'appeler un petit peu différemment. Et donc la question, c'est si jamais les pouvoirs publics se disent il faut relancer l'activité par une modalité X, Y ou Z, avec peut-être de l'investissement public, chercher à attirer de l'investissement privé, etc. On se disait, ça serait bien de leur donner des idées sur quels sont les objets. Et là, je parle d'économie réelle, hein, je parle vraiment d'actifs tangibles. Quels sont les objets sur lesquels il faudrait diriger ces flux d'investissement afin de contribuer à la relance économique. Donc notre idée, c'était d'essayer si jamais il y avait un plan de relance qui voyait le jour, de faire en sorte qu'il soit le plus bas carbone possible. Je dirais parfois vert, mais notre prisme, évidemment, c'est plutôt le climat. Donc le plus bas carbone possible, et en tout cas qui contribue aux objectifs de la France sur le moyen et sur le long terme, qui ne mettent pas en péril en tout cas ces objectifs sur le long terme, et puis accessoirement, parce que c'est quand même dans l'air du temps, qu'ils puissent contribuer à la relance économique, puisque c'est quand même l'objectif d'un plan de relance en général. On ne le fait pas simplement pour sauver la planète, on le fait avant tout pour préserver l'économie et relancer l'activité économique. Donc on a sorti ce papier qui s'appelle « Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise ». Ce n'est pas une proposition de plan de relance, c'est plutôt une proposition de quel composant de climat pourrait avoir un plan de relance. Donc c'est tout petit à l'intérieur d'un grand plan de relance, mais en tout cas on se dit que l'objectif était de pouvoir alimenter encore une fois la réflexion des uns et des autres, des acteurs économiques, des pouvoirs publics. Alors, hasard du calendrier, et j'en suis fort Marie, j'aurais aimé pouvoir vous présenter une deuxième version qui est en cours de préparation et qui va sortir vendredi, mais elle n'est pas encore sortie, donc je ne peux pas vous la présenter. Je vais vous présenter la première version donc, qui date d'avril, et j'espère que ça va vous donner suffisamment envie de lire au cours du week-end de la deuxième version, puisque je ne manquerai pas d'illustrer, disons de pointer en tout cas ce qui manque dans la V1. Et donc, vous verrez en creux ce qu'il y aura dans la V2. Alors, pour aller vraiment à l'essentiel et rester dans les 10 minutes, je vais zapper la présentation d'i4C. On a un site web qui est très bien fait que je vous encourage à aller voir. Et puis, j'espère que vous nous connaissez, puisque nous sommes également membres de Finance for Tomorrow. Je vais passer ça peut-être rapidement. La crise sanitaire est sans précédent, ça ouvre sur un choc économique mondial. Tout ça, je vais passer rapidement. Quand on a sorti le papier en avril, on était conscient d'être un petit peu, j'allais dire, hors débat public, puisque l'urgence, c'était l'urgence sanitaire. Et pour nous, c'était très clair. D'abord, l'urgence, c'était le système de santé. 2, sauvegarder l'économie. Et nous, on s'inscrivait dans la troisième mi-temps, entre guillemets, dans négocier la sortie de crise vers une société plus résiliente, plus bas carbone, etc. Et donc, on l'a fait un peu en avance de phase, mais on n'est pas mécontent de l'avoir fait, puisque ça a été déjà un petit peu utile. Vous allez comprendre pourquoi en reliant ce plan de relance, peut-être, on peut le relier à certaines annonces qui ont été faites récemment. Alors, je vais passer rapidement dessus pour vous donner vraiment la quintessence de comment on a construit notre contribution au plan de relance. Encore une fois, je parle vraiment d'économie réelle. Donc, quand je parle investissement, entendez formation brute de capital fixe pour les plus économistes d'entre vous, et pas investissement au sens financier, pas au sens investissement papier dans des actifs. Même si évidemment derrière les actifs, il y a des actifs tangibles sous-jacents. Alors, la doctrine entre guillemets qu'on s'est fixée pour le plan de relance, c'est qu'il fallait garder le cap sur les objectifs climat. C'est quelque chose qui n'a pas été fait en 2008 par exemple dans les plans de relance. Garder le cap sur les objectifs climat, ça tombe bien parce qu'il y a des objectifs climat en France. Et en fait, il nous semblait que les investissements en faveur du climat étaient une activité économique qui pouvait utilement contribuer à la relance économique.
pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une activité économique qui est déjà importante. Quand je parle investissement en faveur du climat, actifs tangibles, je parle infrastructure de transport en commun, véhicules propres, rénovation énergétique des logements, efficacité énergétique dans l'industrie. C'est ce genre de choses dont je parle. On recense chaque année, et j'imagine vous connaissez ce travail, et si vous ne le connaissez pas, autre lecture du week-end, on recense 46 milliards d'euros en 2018 d'investissement dans des actifs tangibles bas carbone. C'est un secteur, entre guillemets, si je peux parler comme ça, j'aime pas du tout parler comme ça, mais c'est plutôt une activité économique qui globalement a su croître, peut encore accélérer, elle a su absorber un choc de demande, et ça tombe bien puisque les besoins d'investissement, quand on compare ce que l'on fait aujourd'hui avec ce qu'il faudrait faire en termes d'investissement pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous, côté I4C, on évalue à 15 à 18 milliards d'euros supplémentaires par an d'investissements manquants. Alors, il y a peut-être trop d'investissements marrons, si vous me permettez ce raccourci, et puis il n'y a pas assez d'investissements verts, en tout cas pas assez d'investissements bas carbone, pas assez d'investissements qui contribuent à la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Gap, 15 à 18 milliards d'euros par an. Si je passe, ça vous connaissez, j'imagine. Nous avons donc une stratégie nationale bas carbone qui fixe les budgets d'émissions par secteur et par tranche de 5 ans. Objectif neutralité carbone à horizon 2050. Ce qui veut dire, vu la longue durée de vie de certains investissements tangibles, ça veut dire qu'il faut réduire très rapidement les investissements marrons, entre guillemets, si vous me permettez encore une fois ce néologisme, et puis accélérer les investissements verts si on veut atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Alors pour ceux qui auront un petit peu de temps à passer ce week-end, je vous invite à regarder notamment le travail qu'on fait tous les ans depuis 2014. On trace, pour comprendre ce diagramme, il faut partir de la droite et aller vers la gauche. On trace chaque année où ont lieu les investissements dans des actifs tangibles, dans quel secteur ils ont lieu, c'est la colonne de droite. Qui sont les porteurs de projets, c'est la colonne du milieu. Porteurs de projets publics, entreprises, ménages. Et puis la colonne de gauche, finalement, c'est d'où vient l'argent. Est-ce que ça vient des administrations publiques, des institutions financières publiques, des banques commerciales ou des fonds propres des ménages et des entreprises? Et puis, on a un petit code couleur pour les instruments financiers qui sont utilisés. Ça nous permet de comprendre comment se finance finalement la partie bas carbone de l'économie, celle qui contribue à la transition vers une économie bas carbone. Alors une fois qu'on a ça, la question ensuite, c'est comment on fait grossir ces tuyaux et comment on comble. Donc là, il y a les 46 milliards qu'on a chaque année. Comment on comble finalement les 15 à 18 milliards qui manquent, pas pour sauver la planète, mais pour simplement atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et donc, voilà, question ouverte, c'est dans quel secteur faut-il faire des investissements ? Qui seront les porteurs de projets, les intermédiaires entre guillemets, et d'où viendrait l'argent? Et donc, c'est là-dessus qu'on a fait une proposition de plan de relance. Alors, j'ai presque fini, pour rassurer Pierre-Alix aussi, il doit me rester 2 ou 3 diapos, en tout cas je peux aller plus vite sur les autres. En fait, notre plan de relance, notre proposition de plan de relance vise à proposer au total une trentaine de mesures et un plan de financement public de 7 milliards d'euros par an jusqu'en 2023. Alors 7 milliards d'euros par an, c'est la partie financière, c'est une impulsion publique. On a couvert 7 secteurs clés, je reviendrai dessus, on n'a pas couvert tous les secteurs de l'économie, mais on a couvert les 7 secteurs clés qui couvrent à peu près les 3/4 des investissements bas carbone. Et avec ces 7 milliards d'euros par an d'impulsion publique, on peut générer 19 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires, privés et publics. Et donc derrière ce 19 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires, vous retrouvez le gap d'investissement de la stratégie nationale bas carbone estimé à 15 à 18 milliards d'euros par an. Donc finalement, ce qu'on propose avec notre plan de relance, c'est de rattraper le déficit d'investissement qu'on a par rapport à la stratégie nationale bas carbone. Et puis pour générer peut-être des questions, c'est pas qu'une question d'argent, et ça, on pourra revenir dessus dans le débat. Il ne s'agit pas de verser simplement de l'argent public en espérant que les projets vont fleurir, etc. Et ça, j'imagine qu'en tant que financier, vous le savez bien. On a regroupé la trentaine de mesures dans 5 types de mesures. Le premier type, c'est des investissements publics, portés par l'État évidemment, mais avant tout par les collectivités territoriales, qui sont aujourd'hui les principaux porteurs de projets d'investissement public. C'est pas que ça, c'est des cofinancements publics. Alors, cofinancement public, en bon français, on va dire des subventions, de la dette concessionnelle, etc., des prêts aidés d'une certaine façon, pour tirer, j'allais dire, du capital privé, apporter un petit peu de capital public et tirer du capital privé vers le bas carbone. C'est également des obligations de travaux, typiquement sur la rénovation du bâtiment. Si on met des montagnes d'argent public sur la rénovation thermique du bâtiment, on peut espérer qu'il va se passer pas grand-chose. Et à un moment, il va falloir faire des obligations de travaux qui vont bien évidemment peser sur les propriétaires
des bâtiments, mais qui vont pouvoir ensuite générer de l'activité économique à travers les artisans, etc. On a pensé également à proposer des outils financiers qui permettent au projet de démarrer sans trésorerie. Ça peut être utile dans certains cas. Zéro reste à charge. Ça peut notamment être utile pour des ménages, plutôt, disons, dans les premiers déciles. Et puis, on n'a pas oublié une partie accompagnement technique qui, finalement, vise à aider les ménages et parfois les entreprises aussi à ne pas tellement se gratter la tête et à se tourner notamment vers des partenaires publics ou des partenaires financiers pour savoir en gros par où elles commencent, comment elles montent leur projet, comment elles le financent, etc. Donc voilà en gros la philosophie totale. 7 milliards d'euros par an, je l'ai déjà dit, c'est très peu comparé aux montants qui sont mobilisés dans le cadre du plan de relance notamment, c'est peanuts. Je pourrais revenir dessus, l'essentiel c'est pas ça. L'essentiel c'est qu'il faut faire 7 milliards d'euros par an jusqu'en 2023, c'est-à-dire tenir dans la durée, pas 7 milliards one shot, et on peut comparer ces 7 milliards d'euros par an aux 15 milliards qui ont été annoncés par le président de la République, 15 milliards sur 2 ans, qui ont été annoncés par le président de la République lundi. Et donc, on aurait envie de demander, mais ok, et après 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ça c'est à horizon 5 ans, et puis à horizon 10 ans, en fait, ces besoins vont fortement augmenter au fur et à mesure que l'économie, entre guillemets, va se verdir, si vous me passez cette expression, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de projets verts qu'il faudra accompagner, même si on peut compter sur un effet prix pour réduire les coûts, il y aura un effet volume qui fait que c'est bien plus que 7 milliards d'euros par an public qu'il faudra mettre sur la table. Et donc la question à 100 roubles, c'est comment fait-on pour sanctuariser entre guillemets cet argent public afin de continuer à accompagner le secteur privé et dévier de l'argent privé du marron vers le vert. Je vous donne un exemple et j'en finis avec ça, si c'est ok Pierre-Alix. Je finis avec ça, je vais vous donner, allez, j'ai mis quelques fiches, je vous ferai circuler ensuite la... Oui, il n'y a pas de problème, Benoît, t'inquiète Voilà. pas. Bon, ben, j'ai mis quelques fiches pour que vous voyez comment elles sont construites. Une fiche sur les 7. La rénovation énergétique des logements privés. Donc nous, ce qu'on propose, c'est relativement basique là-dessus. On propose de mettre un petit peu plus d'argent public, passer de 1,9 milliard d'euros par an à 2,1 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire pas grand-chose en plus, mais il faut quand même mettre 200 millions en plus, dans la rénovation des logements privés pour générer 16 milliards d'euros par an d'investissement au total. Et donc, comment on fait ça? Comment on arrive à générer 16 milliards d'euros? Alors, il y a déjà des investissements, hein, je vous rassure. Il y a déjà des investissements. Et comment, avec simplement 200 millions en plus, on arrive finalement à générer pas mal d'investissements? C'est tout simplement parce que dans la rénovation énergétique des logements privés, on propose de mettre une obligation de rénovation énergétique. C'est assez congruent, vous le remarquerez pour ceux qui ont eu la patience de lire les propositions de la Convention citoyenne, c'est assez congruent avec ce que proposent les 150 citoyens. Si on ne met pas cette obligation de rénovation énergétique, on a des raisons de penser qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et puis, vous voyez à droite sur la diapo, vous voyez en fait, on a toute une série de mesures pour finalement aider à générer ces 16 milliards d'euros d'investissement. Au risque d'en choquer certains dans la salle, sur la rénovation énergétique des logements privés, je ne suis pas certain que ce soit l'argent qui manque, c'est peut-être plutôt les incitations au sens large, y compris l'accompagnement des ménages. Mais en tout cas, l'argent, je parle dans une situation pré-Covid, mais je suis prêt à mettre ma main gauche à couper, je suis droitier. Ma main gauche à couper que c'est encore vrai post-Covid, il y a de l'argent, disons les ménages ont de l'argent pour mettre dans la rénovation énergétique de leur logement. Je vous passe, voilà, si vous avez aussi des questions, on a une petite fiche sur les voitures bas carbone, la production d'électricité renouvelable, évidemment j'en parle quand même si je ne voulais surtout pas le mettre en premier. Et puis quand je vous disais qu'on avait regardé 7 secteurs, en fait, on a fait les 7 secteurs que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire on a regardé électricité renouvelable, logement privé, bâtiment tertiaire, et dans le transport, voitures particulières bas carbone, infrastructures cyclables, pas beaucoup d'argent, mais peut-être de l'impact important, infrastructures de transport en commun urbain et infrastructures ferroviaires. Là-dedans, vous retrouverez aussi des choses, des pistes qui ont été évoquées ou des mesures qui ont été évoquées par la Convention citoyenne, donc on est assez content de ne pas être complètement en décalage avec ce qu'eux proposent. Et puis je vous disais, on sort vendredi une deuxième version de ce plan de relance qui va couvrir davantage de secteurs. Vous aurez peut-être remarqué quelques oublis criants dans ces 7 secteurs. Par exemple, on pourrait se poser la question de la chaleur renouvelable, du biogaz, j'en passe ou des meilleurs. Et tout ça, on va le traiter dans la deuxième version. Et puis, je vous fais un petit spoiler, les 7 milliards d'euros de la V1, en fait, bougent un petit peu. On trouve un chiffre forcément supérieur quand on regarde plus de secteurs. Mais grosso modo, l'ordre de grandeur est quand même pas délirant, c'est-à-dire on reste sur quelque chose qui est de l'ordre de, j'allais dire, de l'arbitrage budgétaire. Voilà, le paquet post-gilet jaune, finalement, c'était de l'ordre de la dizaine de milliards d'euros et on reste à peu près dans la même chose, du moins, encore une fois, si vous avez bien écouté,
dans les 5 prochaines années, étant entendu que sur les 10 prochaines années, évidemment, ces investissements ou ce besoin de financement public va augmenter. Pas parce que ça va coûter plus cher, au contraire, ça va coûter de moins en moins cher, mais il va y avoir de plus en plus de projets avec une économie de plus en plus bas carbone. En tout cas, on peut le souhaiter. Voilà, je pense avoir fini avec la partie, j'allais dire, économie réelle. Je suis disponible pour répondre à toutes questions que vous aurez, et puis je n'ai pas parlé du Haut Conseil pour le climat, mais je pourrais, ou de la Convention citoyenne, mais si vous avez des questions, je pourrais me lancer, disons, sur des questions sur comment tout ça peut s'articuler. Je vous remercie et je repasse la parole à Pierre-Alix. Merci beaucoup, Benoît. C'était effectivement un beau marathon. Donc, le temps est bien respecté, donc merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Alain Grandjean pour son intervention et nous passerons aux questions à la suite de cette intervention. Bonjour à tous, merci beaucoup Pierre-Alix, merci Benoît. Je vais faire un peu de macroéconomie budgétaire et de questions de dette dans les quelques minutes qui viennent. Alors, c'est quoi la préoccupation que je vais exprimer? C'est d'une part, je suis évidemment totalement en phase avec Benoît sur le fait que notre transition écologique et particulièrement climatique nécessite de faire des investissements relativement significatifs. Deuxièmement, on est d'accord sur le fait qu'il faudrait éviter au maximum de faire des investissements qui vont dans le mauvais sens, les investissements bruns. Et troisièmement, on est bien d'accord que des investissements publics sont nécessaires mais pas suffisants. Il va falloir évidemment entraîner le secteur privé. Et donc, l'enjeu majeur de tout ça, c'est de bien mettre l'argent au bon endroit et pas gaspiller l'argent public. Cela étant, le contexte très particulier dans lequel on est, c'est qu'on a des règles budgétaires européennes standards que vous connaissez à peu près tous, c'est-à-dire que le déficit des publics au sens de Maastricht ne doit pas dépasser 3% et la dette publique devrait être à 60%, même si elle est aujourd'hui à 100 et qu'elle va probablement aller à 120. Et dans le cas où elle n'est pas à 60, les règles actuelles sont qu'il devrait converger progressivement vers les 60%. Donc il y a des plans qui sont définis pour ce faire. Tout ça est soit dans des traités, soit dans des lois, soit dans des règlements, soit dans des vadémécum, des interprétations. Le constat qui a été fait par la Commission européenne, par le comité budgétaire, qui est une sorte de haut conseil pour la finance publique, mais pour la Commission, c'est que ces règles-là, c'est avant le Covid tout ça, hein, ces règles-là ne sont pas adaptées à la situation, elles ont comme effet deux choses en fait, et d'une part de conduire à sous-investir en termes… Si j'ai fini d'intervenir, donc après il y a les questions. Donc elles conduisent au sous-investissement public partout en Europe, et donc pas que dans le climat, mais en règle générale, et on s'aperçoit que l'investissement public net en Europe est devenu négatif, tout ça avant le Covid. Donc l'investissement public net, ça veut dire l'investissement qui est réalisé, dont on enlève la dépréciation du capital public, et ça fait quelque chose qui est négatif. Donc cette alerte-là est très très significative, et deuxièmement, le même comité budgétaire européen discute du fait que c'est des règles qui sont pas adaptées à la symétrie des situations économiques des États européens. Et donc elles conduisent à des mesures qui ne sont pas efficaces au plan européen, c'est-à-dire des surcroîts de rigueur budgétaire dans certains pays et une insuffisance de dépenses dans les pays du Nord. On a beaucoup de mal à sortir de ça. Là-dessus arrive le Covid. La Commission, évidemment, ouvre immédiatement la clause d'exception. Donc, on n'est pas dans une zone non-droit, on est dans une zone qui est couverte par les traités, qui est qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on peut déroger néanmoins. Le petit problème de ces circonstances exceptionnelles, c'est qu'elles ne sont là que pour être exceptionnelles, elles ne sont pas appelées à durer. Donc, à un moment donné, on aura un débat sur la sortie de cette crise et de quelles sont les nouvelles règles qu'on se donne. Dans ce contexte-là, la première énorme crainte que j'ai, et je ne suis pas le seul à les avoir, c'est qu'on recommence l'erreur de la sortie de crise 2008-2009, qui a consisté à redevenir trop rapidement vers des équilibres budgétaires attendus. Ce qui fait que, contrairement aux États-Unis,
l'Europe est restée durablement dans une période de quasi-récession, en tous les cas avec une croissance très faible. Je ne suis pas un croissantiste, mais si on a le temps d'en parler 2 minutes tout à l'heure, je suis très très convaincu que les plans d'investissement dont Benoît a donné des exemples et des chiffres contribuent à la création d'emplois, et l'investissement est une composante du PIB. Donc qu'on soit croissantiste ou pas croissantiste d'un point de vue général, sur le plan de la technique économique, ces plans d'investissement ont un effet positif sur le PIB. Après, le gros débat, c'est que probablement, si on consomme moins de produits non durables, ce sera au contraire avec des effets négatifs. Voilà. Donc, la sortie de crise 2008-2009 a été ratée. On est revenu trop vite à une forme d'orthodoxie budgétaire. Et donc, il est important de proposer une nouvelle manière de faire. Et la manière que moi je propose et dont on a pas mal discuté, puisqu'il y a eu beaucoup de tribunes, beaucoup d'informations. Donc, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin que ce que je vais dire à toute vitesse, il y a un petit livre qui s'appelle Agir sans attendre, qu'on a écrit avec Kevin Puiseux et Marion Cohen l'année dernière aux éditions Les Liens qui libèrent. Il y a mon site internet, les chroniques de l'Anthropocène. Et puis, il y a, je vais parler dans 2 minutes, ce livre qui vient de sortir, Une monnaie écologique, qui a été écrit avec Nicolas Dufresne. Donc, j'en ai encore pour 5 minutes. Cette approche-là consiste à dire, finalement, on va faire pour l'État et pour la collectivité publique comme on fait pour les entreprises. On va séparer convenablement les investissements des dépenses d'investissement, des dépenses de fonctionnement, et ensuite on va flécher très précisément, conformément à ce que propose Benoît, on est bien en phase là-dessus, ce qui va dans le bon sens du point de vue du climat, et on va essayer de réduire ce qui va dans le mauvais sens du point de vue du climat. Au total, il y a un débat, évidemment, parce qu'on pourrait se dire le vert, ou le pro-climat, ou le pro-biodive va être financé tout simplement par l'arrêt des dépenses brunes. Ce n'est pas si simple que ça. Dans le calendrier qui est le nôtre, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que si je prends un exemple très concret et simple, parce que ce n'est pas que de l'investissement public, c'est de l'investissement public et de l'investissement privé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, si vous avez une voiture à renouveler, vous ne pouvez pas acheter une voiture électrique. Ça restera marginal. Le marché de la voiture électrique n'est pas encore assez mûr et développé. Donc, il va y avoir un peu d'overlap. Et ma théorie, mon point de vue, en tous les cas, ce n'est pas une théorie, c'est que malheureusement, on aura des actifs échoués. Malheureusement, on va être obligé de légèrement surinvestir aujourd'hui par rapport à ce qu'il faudrait faire en bon économiste. Et on constatera dans quelques années que on a un peu surinvesti. Mais le problème, c'est qu'on a le choix qu'entre ça, c'est-à-dire légèrement surinvestir, soit sacrifier l'investissement vert au motif que les règles budgétaires font qu'on ne peut pas investir plus. On aurait un deuxième choix que je crains comme la peste, qui est de dire, si vous voulez investir dans le durable, très bien les enfants, on va réduire les dépenses sociales. C'est une mauvaise idée, et tout le monde le comprend. Tout le monde comprend que cette transition climatique ne peut pas se faire au détriment d'un certain nombre de dépenses. En tout cas, en France, on n'y arrivera pas. Je pense que les Gilets jaunes ne sont qu'un premier avertissement. Et donc, il faut bien être face à cette réalité-là. On peut être raisonnable, on peut être bon économiste, on peut faire ce qu'on veut. Néanmoins, on a des contraintes sociopolitiques très fortes. Donc ça, c'était mon premier point, cette évolution des règles budgétaires, donc en gros, qui consiste à isoler les dépenses d'investissement pro-climat ou pro-environnement du reste. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, dans ma présentation, je répondrai s'il y a des questions, mais c'est faisable, c'est négociable, sans du tout être obligé de reprendre les traités de A jusqu'à Z, ce qui serait évidemment une clause d'impossibilité. Aujourd'hui, on n'a pas peu réaliste d'être capable de changer de traité. Bon. Comme la clause d'exception est ouverte aujourd'hui, le plan que l'exécutif va annoncer s'il suit son président va rentrer dans la clause d'exception. Le deuxième élément très, très important et très déterminant de ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent, c'est le fait que la France et l'Allemagne ont fait une proposition de plan d'investissement très significatif, de plan de recovery, dans lequel qui a été repris par la Commission, qui a fait une proposition dans laquelle il y a une considération importante de dette de l'Union et de partage d'une dette qui ne sera pas proportionnellement aux besoins des
de chacun des pays, qui ne sera pas proportionnel aux besoins des pays, excusez-moi, je bafouille, et ce qui permettra de faire des transferts, ce qui a été une énorme innovation dans le dispositif et le fonctionnement de l'Europe. Dernier point, et là je prends 2 minutes. Dernier point, on va atterrir en fin d'année, l'année prochaine, avec des taux de dette publique extrêmement lourds. Et donc la proposition qu'on a faite dans le livre Une monnaie écologique, je ne détaille pas parce que j'ai vraiment juste pas le temps, c'est de considérer que dans cette dette publique, il y a une partie qui est détenue par la Banque centrale européenne, et que quand la Banque centrale prête, en fait, de fait, puisqu'elle détient des obligations publiques à un État, l'annuler d'une manière ou d'une autre. Alors on pourrait discuter des méthodes, de la manière de faire ce cantonnement, cette annulation, ce moratoire, enfin il y a plein de solutions, et tout à fait neutre. Mais une grosse vertu, c'est qu'elle rabote très, très sérieusement, parce qu'on parle de 20%, le niveau de dette publique apparent, vu des États. Et donc, ceci permettrait de libérer un peu d'espace de négociation sur l'autre discussion, et je termine là-dessus, qui est que dans tous les cas de figure, il vaut mieux, et il est de loin très préférable de continuer cet investissement au prix d'une dette publique un peu élevée, mais à un moment donné, les dettes élevées posent des problèmes, et donc il est important de bien manager ce niveau d'endettement, et donc c'est ça que nous proposons. Voilà, Pierre-Alix, j'ai été synthétique. C'est un peu difficile d'exposer tout ça en 10 minutes, mais je pense que les questions seront là pour compléter en cas de besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Benoît. En effet, vous avez été synthétique, bravo. En tout cas, on est dans les temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à une série de questions-réponses, mais n'hésitez pas à intervenir dans le chat qui est à votre disposition sur cette plateforme Zoom. J'ai quelques questions à vous poser à ce stade. Benoît, je ne sais pas si c'est bon, tu es là. C'est bon. Oui, c'est bon, je suis là. C'est parfait. Benoît, du coup, tu as dit plusieurs fois, et notamment lors de ce webinaire-là, qu'il faudrait avoir une vision à 2050 du budget de l'État avec moins de subventions aux énergies fossiles. Comment faire? Alors, bonne question. C'est une question qu'il faudrait poser peut-être au ministre en charge de l'exercice. On va l'inviter à un prochain webinaire. Ça pourrait être utile parce qu'en fait, quand tu regardes bien entre ce que j'ai présenté à un bout, qui est l'économie réelle, et à l'autre bout, la politique monétaire présentée par Alain, il y a tout un tas de choses qui se passent, et notamment il y a le secteur financier qui apporte des capitaux vers des projets, qui canalise des capitaux vers les projets vers l'économie réelle. Et puis il y a toutes les incitations qui répondent notamment, qui sont notamment j'allais dire le domaine du budget de l'État. Chaque année, l'État vote un budget. Il y a une loi de finances avec dedans des éléments budgétaires, des éléments fiscaux qui sont finalement autant d'incitations pour les acteurs économiques et pour les financiers qui soutiennent, qui soutiennent les secteurs économiques. Alors, et donc, si on veut avoir une France neutre en carbone à horizon 2050, il me semble à peu près naturel, et j'espère ne choquer personne, il faudra avoir plus que des investissements verts, plus d'investissements marrons en 2050, et puis peut-être même bien avant 2050, parce que les investissements ont une durée de vie qui parfois peut être assez longue. Et puis, il faudra que les incitations, quelles qu'elles soient, que ce soit les normes, la fiscalité, les subventions, soient également alignées avec cet objectif. Et donc, ça veut dire qu'en 2050, il faudra avoir, encore une fois, si on se place dans une hypothèse neutralité carbone à horizon 2050, on peut aussi dire que finalement, ce n'est plus un objectif. Il faudra avoir un budget qui soit compatible avec un tel monde, une France et peut-être une Europe et un monde neutre en carbone. Et donc là-dedans, il est intéressant de regarder quelle tête a le budget aujourd'hui. Et alors là, petite surprise, on a fait l'exercice l'année dernière, et puis il y a une mission IGF CGEDD qui a fait également l'exercice. Et en fait, la réponse est dans le budget, il y a du vert et puis il y a du marron. C'est-à-dire il y a des choses qui sont très favorables au climat. Quand je parle de budget, je parle de recettes, je parle de dépenses fiscales et de dépenses budgétaires. Et puis, il y a des choses qui sont très défavorables au climat. Et en fait, à horizon 2050 et même bien avant,
il faudrait que l'essentiel du budget soit vert et qu'il n'y ait plus trop de marron. Alors pour donner des exemples de choses vertes ou de choses marron, dans le vert, par exemple, il y a des dépenses budgétaires qui sont par exemple les subventions à l'investissement aux énergies renouvelables. Ça, on peut considérer que c'est vert, entre guillemets, c'est bas carbone, ça contribue à la stratégie nationale bas carbone. Du côté des dépenses budgétaires, toujours pour rester dessus, il y a des dépenses fossiles, notamment tout l'achat de combustibles fossiles des administrations. Alors c'est essentiellement, pour faire très simple, c'est l'armée, pour faire très très simple. Ça pèse quand même 1 milliard d'euros. Du côté des recettes, l'essentiel des recettes, disons, qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre sont plutôt positives. On pense à la taxe carbone, mais en fait, il y a beaucoup d'autres taxes qui ont un impact positif sur l'environnement et qui génèrent des recettes. Et puis, il y a un peu l'éléphant dans la pièce qui est les dépenses budgétaires. Les dépenses fiscales, pardon. Les dépenses fiscales, c'est ce qu'on appelle en bon français les niches fiscales. Et là, surprise, il y a beaucoup de niches fiscales. Enfin, ça, c'est pas une surprise. Il y a beaucoup de niches fiscales dans une loi de finances normale et celle de 2018 n'échappe pas à cette règle. Et en fait, l'essentiel des dépenses fiscales, donc des niches qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, sont plutôt des niches défavorables. Et là, il y en a quand même pour 16 milliards d'euros, ce qui pose la question de savoir comment on fait pour raboter ces niches, entre guillemets. J'utilise un terme volontairement fort. Comment on fait pour ramener ces niches à zéro à horizon 2050, afin d'envoyer les bonnes incitations aux acteurs économiques et donc aux acteurs financiers, étant entendu que ces niches fiscales, enfin ces dépenses fiscales, sont en général là pour de bonnes raisons. Ou en tout cas, elles ont été mises en place pour de très bonnes raisons, pour protéger des secteurs. Et il faut se poser la question de savoir comment on les enlève, tout en étant raisonnablement certain qu'on ne peut pas les enlever du jour au lendemain, parce que là, ça pourrait mettre la France à feu et à sang. Et donc, il y a des bonnes raisons pour lesquelles elles ont été mises en place. La question, sont-elles toujours pertinentes? Oui, non. Si elles sont toujours pertinentes, bon, ben voilà, il n'y a pas de sujet. Si elles ne le sont plus, comment aide-t-on les différents secteurs à transiter? Et comment fait-on pour les sortir d'une situation dans laquelle ils sont dans une niche fiscale, pour au contraire les aider à transiter et faire en sorte qu'ils n'aient plus besoin de la niche fiscale? Voilà pour le dire. Alors après, voilà, ça pose les grandes questions. Ce que je comprends en tout cas, et il faudrait que ça reste entre nous, je ne suis pas certain que l'État ait une vision très claire sur l'évolution du budget au regard du climat. Le budget vert, du coup. Voilà, et quelle tronche pour avoir le budget en 2020, 2030, 2040, 2050 au regard du climat? C'est peut-être une question, et quand on parle de budget, je disais tout à l'heure qu'il y aura des besoins d'investissement public, d'appui public, ça veut peut-être dire qu'il va falloir sanctuariser dans le budget de l'État un certain nombre de dépenses publiques pour aider à la transition vers une économie bas carbone. Vaste sujet. Merci beaucoup. Je continue le jeu de questions, parce qu'on pourrait continuer sur le budget vert, mais sur les questions qui apparaissent, on a quelques questions sur l'annulation, l'effacement de la dette. Alors là, je me tourne vers Alain Grandjean. Vous avez appelé récemment dans un de vos papiers récents à sortir de, je cite, l'économie vaudou pratiquée par les banques commerciales. Cette économie vaudou et cette idée que les banques commerciales, comme les banques centrales, puissent par leur pouvoir de création monétaire, peuvent agir par création monétaire. Alors, vous parlez, vous, de magie monétaire, vous dites que cette magie monétaire alimente la destruction de la planète. Alors, d'abord, en quoi? Et ensuite, pour reprendre certaines questions, est-ce que cet effacement de la dette est réaliste? Ok, alors je vais répondre à la deuxième question tout de suite, parce que là c'est très concret, il faut éviter tout de suite un malentendu. Je n'ai pas dit du tout, ni suggéré, ni moi, ni mes co-auteurs dans les articles du Monde qu'on a fait, d'effacer la dette et de spolier qui que ce soit. Il est question là de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne, elle a un pouvoir gigantesque de création monétaire qui est bien connu. La preuve, c'est que le quantitative easing, ça a augmenté la taille de son bilan de plusieurs milliers de milliards. Et je ne discuterai pas ici de l'opportunité ou de la non-opportunité du quantitative easing, parce que c'est un gros débat théorique, mais en tous les cas, la moindre des choses, c'est de montrer qu'à l'évidence, ça prouve que la Banque centrale a ce pouvoir de création monétaire. Donc, il y a un petit jeu au sein de la sphère publique, qui est l'État d'un côté et la Banque centrale européenne de l'autre, les États et la Banque centrale européenne. Le petit jeu, c'est que quand l'un détient une dette vis-à-vis de l'autre, cet effacement, entre guillemets, n'a aucun effet sur
dettes et les créances des acteurs autres. En revanche, elle a nominalement un effet sur le niveau de la dette publique sur PIB détenu par l'État. Alors maintenant, l'histoire de l'économie vaudou, je vais prendre ça en une demi-seconde, c'est qu'on a eu, suite à cette proposition, quelques remarques un peu acides et sceptiques du style c'est de la magie noire, c'est du vaudou, ce que vous proposez, comme si les économistes qui me disaient ça niaient le fait que les banques centrales créent de la monnaie. Alors, évidemment, on a un peu taquiné cette critique en disant, ben, vous savez, les banques commerciales, les banques de second rang, elles créent de la monnaie depuis des années et des années, puisque c'est le fonctionnement de base du système du crédit, c'est que quand une banque prête de l'argent, elle crée la monnaie, et puis quand le crédit lui est remboursé, elle est détruite. Ce mécanisme-là n'est absolument pas contesté, sauf par les gens qui n'ont pas été regarder ce qui se passait. C'est de l'ordre du fait empirique évident. Et donc, si on disait que d'un côté, on a de l'économie vaudou pratiquée par la Banque centrale, je dirais, alors on a aussi de l'économie vaudou pratiquée par les banques centrales. Tout ça, c'est des taquineries, c'est un peu de la... des jeux, parce que en fait, c'est très fondamental cette histoire. Ce qui est très fondamental, c'est de comprendre qu'il y a dans le mécanisme monétaire quelque chose qui échappe au principe de conservation de l'énergie ou qui échappe à l'idée qu'il y aurait une stabilité des créances et des dettes. Non, il n'y a pas une stabilité des créances et des dettes, il n'y a pas juste Pierre prête à Paul et Paul prête à Pierre et à Jacques. Et les banques, c'est pas vrai qu'elles font juste de la conversion et du transfert de créances en dette. Elles font beaucoup plus que ça, et donc elles créent de la monnaie au moment du crédit. Là où je dis que le système pose un problème par rapport à nos enjeux écologiques, c'est que cette création monétaire-là, tout comme la création monétaire de la Banque centrale, n'est en rien fléchée vers nos priorités. Donc les prêts des banques, ils vont vers l'économie réelle. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à une banque de prêter à des pétroliers, à des gaziers, à des charbonniers. Si on peut, hein, puisque c'est ce que font les ONG. Mais en fait, en gros, leur métier à elles, c'est de prêter à l'économie. Donc, le point qui est derrière ce que je propose ici, c'est précisément que ces organismes-là soient encadrés, régulés, avec en ligne de mire ce qu'a dit Benoît. C'est-à-dire en ligne de mire, l'économie réelle doit aller vers la neutralité carbone, c'est des objectifs, donc on peut les remettre en cause. Enfin, c'est quand même la politique de la France, a été décidée, c'est l'accord de Paris. Et donc l'économie réelle doit y aller, et donc le financement de l'économie doit y aller aussi. Et donc on a deux lieux de régulation très très forts. On a le lieu de la régulation de l'économie réelle qui est via des taxes, des réglementations et tous les dispositifs qui le font. Et on a les lieux de régulation des politiques monétaires qui sont comment faire en sorte que les banques soient incitées à financer du vert, désincitées à financer du brun, comment faire en sorte que la Banque centrale soit incitée à refinancer du vert et à ne pas refinancer du brun, et soit désincitée à refinancer du brun. C'est ça qu'il y a derrière cette petite taquinerie de l'économie vaudou. Alors évidemment, à la fin de l'histoire, mais on n'a pas forcément le temps, tout ceci se traduit par des mesures extrêmement concrètes. On peut faire des bonus-malus sur les ratios de Bâle 3. On peut verdir les collatéraux que détient la Banque centrale. Enfin, tout ça est très concret. Simplement, je suis obligé aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, de passer par une vision un petit peu macroscopique. Je me permets donc une petite question qui rebondit par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'inflation. Un spectateur nous demande quid de l'inflation, voire de l'hyperinflation avec l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Oui, alors là, donc, je recommande de lire notre livre parce que cet argument-là est démonté en long, large et en travers. Mais là, très très concrètement, il y a deux choses. D'une part, la création monétaire des banques, elle existe, elle se fait, elle se pratique, et elle n'est pas inflationniste sur les biens courants, hein, puisque le prix des biens courants n'est pas du tout aujourd'hui à la hausse. Il y a même très très peu d'inflation, et il y a la création monétaire. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est beaucoup plus pragmatique et simple. C'est l'annulation de la dette détenue par la Banque centrale, la dette publique détenue par la Banque centrale, elle ne crée pas de monnaie. Elle empêche la destruction monétaire. Parce que quand le remboursement se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la destruction monétaire. Là, il n'y en aurait pas. Donc, il n'y a évidemment aucune inflation là-dedans. Et j'en profite pour dire qu'à chaque fois que je pose la proposition d'utiliser la création monétaire, on m'oppose toujours
l'idée que ce serait une planche à billets infinie. Or, je n'ai jamais dit ça. On ne parle pas du tout de planche à billets infinie, on parle de l'usage d'un outil cantonné et limité à des dépenses publiques d'investissement qui sont définies proprement. Évidemment, c'est de ça qu'il est question. Il est hors de question de laisser le chèque aux États pour faire leur politique clientéliste. Ce n'est pas ça dont il est question. Ok. Alors, la réponse sur la non-spoliation des épargnants, puisque c'est la question qui est posée, c'est que quand la Banque centrale détient une dette publique, hein, donc une obligation, une OAT, on ne spolie pas un épargnant, puisque on est dans le bilan de la Banque centrale. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est plus ou moins clairement, on réduit les capitaux propres de la Banque centrale, c'est ça qu'on fait. Mais les épargnants ne sont pas concernés par ça, les épargnants ne détiennent pas la moindre part de la Banque centrale, tout ça est sans aucun rapport avec l'épargne des ménages. Alors là, à nouveau, je redis, comme c'est des sujets techniques qui demandent un peu de manipulation, de comptabilité, c'est pas en 2 secondes qu'on règle la question, donc il faut lire en détail ce qui est écrit là-dessus. Très bien. J'ai une question un petit peu plus orientée sur les outils de la finance durable. Une question qui demande ce que vous pensez de la taxonomie verte de la Commission européenne pour classer les parts vertes et marron des investissements. Et j'en profite pour poser une autre question un petit peu plus large. Quels sont quels sont selon vous les nouveaux enjeux de la finance durable auxquels elle doit faire face et comment est-ce qu'elle sort aussi renforcée et transformée par la crise? Benoît, tu y vas? Et puis après, je dis un mot de plus. Je me lance au moins sur la taxonomie et puis il faudra que je réfléchisse aux enjeux de la finance durable, mais je laisserai Alain du coup parler là-dessus dans un premier temps pour pouvoir rebondir. Sur la taxonomie, ce que j'en pense, le plus grand bien, enfin en tout cas c'est certainement très utile. On a participé au HLEG, au High Level Expert Group on Sustainable Finance. On a décliné pour le TEG, mais je crois comprendre, Alain, il y a eu des experts de chez Carbon 4. Puis là, pour le 3e round, je pense qu'on va vraiment décliner parce que ça nous semble quelque chose de très consommateur de temps, même si la taxonomie est un outil qui peut être utile à condition, comme tout outil, d'être bien utilisé. Et donc la question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de cette taxonomie? Quelles vont être les utilisations? Alors moi j'en vois 2 peut-être pour répondre à l'objet de ce webinaire. J'en vois 2 qui sont intéressantes des utilisations de la taxonomie. La première, c'est pour reboucler avec ce que j'ai dit, c'est sur le plan de relance. Typiquement, en 2008, on n'avait pas tellement, on avait plein d'excuses pour faire des plans de relance pas tellement verts, et notamment, on n'avait pas de trajectoire de moyen ou de long terme du type stratégie nationale bas carbone. Et puis, on n'avait pas de taxonomie, on ne pouvait pas mettre dans des petites boîtes, savoir si c'était vert, marron, enabler, en transition, etc. Et donc, finalement, on a fait un plan de relance pour la France. Qui était, j'allais dire, un petit peu vert, un petit peu par hasard, un petit peu marron aussi certainement par hasard, et très gris au sens où finalement c'était des activités qui dans le meilleur des cas étaient neutres pour le climat mais faisaient perdre du temps à la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui en 2020, on a quand même une taxonomie sur laquelle on peut s'appuyer, et donc qui peut permettre notamment, j'allais dire, de voir assez rapidement si un plan de relance est vert, marron, gris, etc. Donc c'est certainement quelque chose qui peut être utile à très court terme, même si je comprends que tout n'est pas forcément stabilisé sur la taxonomie, il y a quand même suffisamment de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Ça permettrait par ailleurs peut-être à la Commission européenne de faire une petite évaluation des différents plans de relance, ou en tout cas de morceaux de plans de relance des différents États européens, et peut-être d'assurer une forme de coordination européenne des efforts nationaux. Ça serait peut-être quelque chose de pas complètement idiot. Avant de dire ça, il y a un truc j'ai une remarque plus générale sur la taxonomie. Deuxième chose sur laquelle ça peut être utile, c'est peut-être à plus long terme, c'est sur les exigences de capital des banques pour le climat. En gros, il y a un débat qui j'allais dire, il y a quelques mois était quelque chose de complètement inaudible et qui maintenant devient quelque chose d'à peu près audible, ou en tout cas de discutable. C'est est-ce que finalement il n'y a pas moyen de relier climat, exigences de fonds propres des banques sur le mode le climat et la transition sont un risque. Donc quelque part, qui dit risque dit exigence de fonds propres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser quelque part la taxonomie, je dis ça au hasard, pour finalement jouer sur les exigences de fonds propres des banques? Alors là-dessus, il faut bien comprendre quel est l'objectif derrière les exigences de capital des banques pour le climat. Si l'objectif c'est de protéger les banques
à la fois des risques dits physiques et des risques de transition. Ça veut dire qu'il faut mesurer les risques de chaque catégorie d'actifs, les mesurer précisément, les incorporer dans le facteur de risque qui lui est appliqué, etc. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit faisable, même avec une taxonomie, entre guillemets. Donc, je ne suis pas certain, c'est pas faisable parce qu'il y a une grande diversité de trajectoires possibles pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de données historiques. Et la deuxième raison, au moins, c'est que on a une grande difficulté à traduire dans des instruments de mesure de risque de court terme des risques qui sont par nature plutôt de moyen ou de long terme. Donc là, de ce point de vue-là, ça ressemble à une impasse technique, mais il y a quand même peut-être aussi une utilisation un peu moins orthodoxe de cette taxonomie et des exigences de fonds propres, c'est de se dire finalement, on va utiliser les exigences de fonds propres pas pour protéger les banques et assurer la stabilité financière, mais comme un instrument de politique économique pour finalement flécher du capital de façon préférentielle vers des actifs verts et moins vers des actifs marrons, puisque l'objectif c'est bien de faire plus de vert et moins de marron. Et donc là-dedans, la taxonomie peut être utile. Parce que finalement, ça devient assez facile de mettre dans une petite boîte tel actif, il est vert, donc je lui mets telle ou telle exigence, etc. en face. En tout cas, il y a déjà une forme, disons, d'outil qui existe. Alors voilà, ça c'est une utilisation possible. On va voir comment se développe le débat. En tout cas, il y a quelques mois, c'était quelque chose qui n'était absolument pas, j'allais dire, envisageable. Là, tout de suite, les orthodoxes poussaient des cris d'orfraie, etc. Maintenant, avec la crise du Covid, même les plus orthodoxes, disons, il y a des digues qui sautent, des digues intellectuelles qui sautent. Je finis sur la taxonomie quand même pour pointer une bizarrerie qui, moi, me surprend. On est en train de développer au niveau communautaire une taxonomie des actifs verts et des actifs marrons. Pour développer une telle taxonomie, moi, ce que j'aimerais bien dans un monde idéal, c'est déjà avoir une idée de la trajectoire et pouvoir se dire, OK, telle activité, elle a toujours une place selon la trajectoire que j'ai choisie. Elle a une place en Europe en 2030, en 2040, en 2050, oui, non. Et puis, au début, elle est peut-être verte, et puis à un moment, elle devient marron. Et puis, il y a des activités qui sont marron dès le début, et puis des activités qui vont être vertes jusqu'en 2050. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire dans l'absolu. Et en fait, en Europe, on a fait exactement le contraire. On est en train de développer la taxonomie avant de se mettre d'accord sur la trajectoire. Alors que dans la taxonomie, il y a bien une trajectoire implicite. Et donc, quelque part, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment cette taxonomie va se développer, comment elle va être mise à jour dans le temps, sur quel référentiel, etc., en parallèle de la discussion sur la trajectoire neutralité carbone, la stratégie bas carbone au niveau communautaire, etc. Je trouve que c'est super intéressant en termes d'économie politique de voir qu'on a pris le problème dans le mauvais sens, mais en fait, on est en train d'apporter une réponse en ordre dispersé à une question qui est super intéressante. Voilà, c'était peut-être un peu long, mais ça me semble un outil intéressant à regarder de plein d'aspects. Alors, je vais prendre 2 minutes pour compléter la réponse, enfin la mienne exactement. Alors, numéro un, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, ce dont Benoît vient de parler, c'est-à-dire l'exigence en capital des banques, c'est très précisément ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de bonus-malus sur les ratios de Bâle 3. On parle exactement de la même chose, mais comme ce n'étaient pas les mêmes mots, je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. Effectivement, le sujet a été mis sur la table il y a quelques temps. Effectivement, il y a quelques temps, il n'était pas audible. Et effectivement, aujourd'hui, il est. Mais c'est lié à l'ensemble de toutes les remarques que j'ai faites. Globalement, on est dans une période qui permet un peu d'ouverture de chakra. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Mon point sur la taxonomie, et ça va rebondir au fait que c'est quoi la finance durable de demain. C'est presque le même que celui de Benoît, mais je vais le dire un petit peu autrement. De ce que je comprends aujourd'hui, la définition de vert est assez stricte et donc du coup le non-vert est énorme. Alors ça peut servir pour faire des obligations vertes et sortir du greenwashing, c'est pas mal. Moi j'aurais préféré, et je préférais toujours d'ailleurs, un système avec plus de nuances du vert au marron et un système dynamique. Donc, le système dynamique, c'est exactement ce que vient de dire Benoît, c'est-à-dire ces nuances de vert sont aujourd'hui à date, mais en fait, au fur et à mesure du temps, ce qui était vert hier devient marron. Pour une raison évidente, c'est que la transition ne passe pas directement et comme ça, d'un coup de baguette magique, du charbon, du pétrole et du gaz qui représentent. Alors en France, il y a peu de charbon, mais le pétrole et le gaz, c'est 70% de la consommation d'énergie en France, c'est considérable. Donc, puisque le nucléaire, il prend beaucoup de part, 75%, mais c'est sur l'élec, et l'élec, c'est que 25% de notre énergie consommée.
Donc, on ne passe pas directement de l'un à l'autre. Donc, il y a des transitions. Donc, on peut accepter du gaz, par exemple, dans une période, et puis à un moment donné, on ne pourra plus l'accepter. On peut accepter des niveaux d'isolation qui sont relativement encore un peu insuffisants. Et puis demain, il faudra avoir un carnet, un passeport énergétique qui fait que la maison est encore mieux isolée, ainsi de suite. Donc, et cet outil-là, qui serait donc une taxonomie avec plus de la dynamique et des nuances, on va dire ça, pourrait permettre d'être un peu plus confortable dans un ratio de solvabilité, parce qu'aujourd'hui, si on appliquait pile la taxonomie, je pense que les banques, pour de bonnes raisons, diraient vous n'êtes pas sérieux, vous éliminez, vous nous demandez trop de capitaux propres sur trop d'activités, c'est pas réaliste. Alors maintenant, que devient la finance durable et rapport avec tout ce qu'on vient de dire, pour moi, c'est très très clair. C'est extrêmement positif que les acteurs financiers et bancaires au sens large commencent à se préoccuper de la question climatique. Je pense que Marc Carnet a fait du bon boulot, que la TCFD aussi en a fait, que le HLEG en a fait, mais c'est très naïf de croire que ce secteur-là va tout seul comme un grand devenir pro-climat vertueux, tout simplement parce qu'il a des objectifs de rendement risque qui sont ce qu'ils sont. Bon. Et tant que le risque climatique n'est pas pricé, je ne vois pas très bien comment, dans l'immense majorité du mainstream, ne va pas continuer à faire les arbitrages comme hier. Alors, il y a une poche ISR, il y a une poche investissement impact, tout ça c'est très bien, mais il y a une poche obligations vertes, mais quand vous regardez les obligations vertes, ça doit être 4% des émissions mondiales. Donc, si on veut que cette finance verte devienne mainstream vraiment, il faut qu'il y ait des orientations politiques, de politique publique, c'est ça tout notre débat d'aujourd'hui, avec les différents outils qui ont été qui ont été cités, hein, qui sont dans l'économie réelle, les incitations, les bonnes incitations, les bonnes normes, les bons règlements, avec une pression qui monte progressivement. Un programme d'investissement dont Benoît a dit très clairement, je suis complètement d'accord avec lui, qu'au départ, il n'y a pas besoin d'inonder le pays d'argent public, mais il faut faire attention quand même. C'est pour ça que ma proposition, elle a pour but, surtout elle concerne le moment où on va passer la seconde, quoi. Donc ça, c'est la partie investissement public. Et puis la troisième, c'est des instruments de régulation dont Benoît et moi, on a cité un exemple typique, hein, qui est modifier, pondérer l'exigence en capital. Et j'en ai cité un tout à l'heure en vitesse, donc je le reformule. Si la Banque centrale applique cette même taxonomie modifiée, hein, cette taxonomie idéale, on va dire ça, à ses collatéraux, voire aux actifs qu'elle rachète dans le cadre du PIE, c'est évident que ça aura un effet considérable sur les petits bancaires. Dernier tout petit point, c'est une information pour les participants. On a un travail exploratoire qui est plus qu'exploratoire, puisque c'est une sorte de test qui est fait en vraie grandeur avec le groupe Natixis, pour voir comment en interne Natixis peut prendre en considération cette réflexion sur une nouvelle pondération de ses fonds propres, alors, enfin de ses exigences en capital sur ses prêts. Ça a l'air d'être plutôt marché. Donc c'est vrai que c'est des initiatives privées, hein. Donc d'un côté un acteur privé qui est la banque, de l'autre côté un acteur privé qui est Carbone 4. Mais je suis assez confiant dans le fait que s'il y a une démonstration de la faisabilité, puisque Benoît a dit que c'est compliqué, ça va être quand même difficile, s'il y a une démonstration que c'est faisable, ça va encourager tout le monde. Et donc, je suis assez confiant dans le fait parce que je crois que c'est ce qui est en train d'être démontré, je suis assez confiant dans le fait que tous ces instruments-là vont déboucher. Et donc, ça répond clairement à la question. Donc, la finance durable se développera et va s'accélérer en sortant à la fois du marketing, et en étant mobilisé via des trajectoires. Et bien évidemment, Benoît a raison, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des trajectoires, il faut qu'il y ait des plans, quoi, pour appeler un chat un chat. Si on ne sait pas où on va, je ne crois pas qu'on y arrivera. En l'occurrence, le bateau a besoin d'un cap. Je suis surpris, Alain, que tu ne crois pas au rôle du hasard dans tout ça. On peut très bien arriver à 0 émission nette par hasard. Oui, Il ne mais faut pas bon, l'écarter. voilà, tu as tout à fait raison, Benoît, mais malheureusement, je crois que je ne suis pas prêt à parier le hasard quand le sort de milliards de personnes est en jeu. Ça. Merci beaucoup. C'était un peu le mot de la fin sur le hasard. C'est beau. En tout cas, je vous remercie pour vos interventions et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je
Restez connectés car très prochainement, pas juste après, mais ces prochains jours, Finance for Tomorrow vous propose encore d'autres webinaires, notamment sur des sujets très variés, sur notre projet européen Finance Climat, etc. Donc en tout cas, merci Benoît, merci Alain pour vos interventions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Moi, je les transmettrai donc à Alain et Benoît s'il y en a. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.